Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Donc, bonjour Maxime. Je rappelle que Maxime est ancien directeur régional de la Banque de France. Tous nos intervenants se présentent dans une vidéo spécifique qui se trouve dans la chaîne. Bonjour Joris et bonjour aux auditeurs de la maïeutique qui viennent sur notre chaîne pour réfléchir et trouver des sources d'informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors je vous propose 3 sujets et nous allons faire 3 émissions. La première, c'est le décrochage de la zone euro par les États-Unis. Et ce matin, dans les Échos, il y a un cri d'alarme de l'ancien Premier ministre italien. J'ai préparé pour les auditeurs de la maïeutique des graphiques extrêmement précis pour poser un diagnostic. Nous enchaînerons sur encore des graphiques parce que, dans le fond, les faits, dans la maïeutique, ce que nous voulons, c'est partager des faits pour aider nos auditeurs à réfléchir. La dérive de la dette de la France qui pourrait provoquer une nouvelle crise des dettes souveraines dans la zone euro. N'en parlez pas à Monsieur le maire, mais nous verrons que la dérive est préoccupante. Et la 3e émission pourrait être une émission pour dire que nous avons besoin d'une fédération européenne. Alors c'est pas du tout à la mode, hein. Ce qui est à la mode, c'est de dire ah bah l'Europe, etc. Mais moi, je vais essayer de m'adresser à la raison des auditeurs pour dire logiquement, nous devrions construire une fédération européenne. Et j'essaierai de montrer qu'une fédération européenne, c'est pas du tout un super-État. C'est un échelon stratégique et qui devrait d'ailleurs rendre des pouvoirs aux États. Voilà le programme que je propose à nos auditeurs, en leur demandant, s'ils apprécient l'émission, de la liker, de lever le pouce, de la faire partager et de s'abonner et de faire d'autres abonnés. Voilà. Sachant que, Joris, il faut préciser que vous et moi, nous ne recherchons aucun intérêt personnel, nous sommes des profs, c'est comme ça qu'on dit, nous sommes des hommes de service public, nous essayons simplement de servir notre pays. Donc Maxime, quel constat pouvons-nous faire sur le décrochage économique de l'Europe par les États-Unis? Oui, bien sûr. Ce matin, dans les Échos du jour, il y a un cri poussé par l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta. Monsieur Letta dit « Je veux lancer un cri d'alarme sur le décrochage économique de l'Europe avec les États-Unis. » Et ensuite, il propose des solutions, et je propose les mêmes solutions que lui. Quelques points de repère. En 2008, nous nous souvenons de la grande crise financière de 2008. La zone euro avait un PIB qui était à peu près égal à celui des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ont un PIB qui est presque 2 fois supérieur à celui de la zone euro. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé d'abord que les États-Unis sont en croissance démographique par l'immigration, alors que la zone euro est en déclin démographique. Mais il s'est aussi passé que l'effort d'investissement, l'effort de recherche-développement et partant la croissance et la productivité sont beaucoup plus fortes aux États-Unis que dans la zone euro. Et cela ne date pas d'hier, mais ça s'est accentué. Et je propose à nos auditeurs de regarder plusieurs graphiques qui vont vraiment nous éclairer. Le premier graphique montre l'évolution du revenu par habitant aux États-Unis dans la zone euro. Et nous voyons qu'à partir de 2012, crise des dettes souveraines dans la zone euro, il y a une marche qui est franchie, la croissance est beaucoup plus forte aux États-Unis. Alors, cette crise des dettes souveraines dans la zone euro n'est pas le fait du hasard. Elle est liée au fait que la zone euro n'est pas gouvernée. Elle a une monnaie, mais elle n'a pas de gouvernement. Alors, on pourrait faire une émission entière sur le sommet de Deauville de 2010, mais cette cause n'est toujours pas résolue. Elle pourrait bien se reproduire dans les années qui viennent. Nous voyons ensuite une deuxième marche qui est franchie après 2020. La crise sanitaire
a accéléré cet écart entre les États-Unis et la zone euro. Et regardez bien la pente des graphiques. On voit que l'écart s'accélère. Et nous le verrons tout à l'heure avec l'endettement. L'endettement, particulièrement en France, s'est accéléré beaucoup plus qu'ailleurs. Le deuxième graphique porte sur l'investissement et sur la recherche-développement. Nous voyons que... Alors, je laisse à nos auditeurs le soin de regarder la courbe zone euro. Alors, c'est pas difficile. La courbe zone euro, malheureusement, c'est celle qui est en bas. Et la courbe États-Unis, et on voit que la croissance de l'investissement est beaucoup plus forte aux États-Unis que dans la zone euro. Là, nous raisonnons en termes de pourcentage par rapport au PIB. Il y a quelque chose qui est essentiel dans l'investissement, c'est la recherche et le développement. C'est un sujet dont nous avons souvent parlé ensemble, Joris, l'innovation pour nous sauver du réchauffement climatique. Notamment, nous avons besoin de grandes découvertes, nous avons besoin d'un progrès technologique. Et celui-ci dépend de la recherche-développement. Or, le troisième graphique montre que la recherche-développement est 2 fois inférieur dans la zone euro par rapport aux États-Unis et que cet écart s'accroît régulièrement. Dans les échos d'hier ou d'avant-hier, vous aviez des chiffres, la recherche de développement, alors que les deux zones, États-Unis, euro, sont à peu près du même poids économique, étaient à peu près du même poids économique, l'effort de recherche et développement en valeur absolue et relative est 2 fois plus important aux États-Unis que dans la zone euro. Et alors, quelle est la conséquence de ça ? Eh bien, la conséquence de ça, c'est que la productivité par tête... Alors, je laisse le soin à nos auditeurs de bien regarder le graphique qui apparaît à l'écran. La productivité par tête, la zone euro, c'est toujours la courbe du bas, les États-Unis, c'est toujours la courbe du haut. On voit que la productivité par tête stagne dans la zone euro, et je dois ajouter qu'elle décroît en France, c'est-à-dire que depuis 2019, la France a perdu de la productivité, alors que aux États-Unis, elle est sur une pente de croissance de 4 à 5%. Et tout ça est logique. Investissement, recherche et développement, innovation, productivité. La zone euro est en train de perdre la partie. Enfin, dernier graphique, c'est la croissance mondiale dans les différentes zones économiques. Le dernier graphique, finalement, c'est la résultante des 4 premiers. C'est la croissance, il s'intitule « La zone euro perd du terrain dans la croissance mondiale ». On voit qu'il y a seulement le Japon qui est au-dessous de la zone euro en termes de croissance. La zone euro perd du terrain, sa croissance est moins forte que dans les autres pays. Et on peut voir la différence avec les États-Unis, mais également, je crois qu'on met sur le graphique la Corée, et donc l'écart est important. Alors, à l'heure où nous parlons, Joris, chers auditeurs de la maïotique, la croissance est nulle dans la zone euro. Elle est de 3% aux États-Unis. Maxime, vous nous avez proposé un bilan très intéressant sur la situation, mais maintenant, il faut comprendre d'où ça vient. Donc, je vous propose la question suivante. Comment expliquer cet écart avec les États-Unis ? Eh bien, parce que la stimulation budgétaire est beaucoup plus importante aux États-Unis que dans la zone euro. La stimulation budgétaire, c'est le déficit. Il est de 5-6% aux États-Unis, il est inférieur à 3% dans la zone euro. Alors, France exceptée, en France, il est à 5% et on a beaucoup de mal à le réduire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les États-Unis sont une fédération. Que les États-Unis émettent une dette fédérale, que cette dette fédérale est gagée sur une grande monnaie qui est le dollar. Nous avons une grande monnaie, l'euro, mais c'est une monnaie qui est inachevée. Elle est inachevée pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de dette fédérale. Ensuite parce qu'il n'y a pas de titre d'épargne commun.
il y a une décision européenne ces derniers jours qui vise à les créer. Mais entre les décisions européennes et les résultats, il y a toujours beaucoup de temps. Prenons un exemple. En 2020, au cours de l'été 2020, je me souviens très bien de l'annonce du plan Next Generation qui consistait à accélérer la transition, les investissements de transition énergétique à hauteur de 800 milliards et qui consistait à donner relativement plus d'argent à l'Italie, à l'Espagne et à la France en prenant à l'Allemagne, puisque l'Allemagne a accumulé depuis le début de l'euro des excédents, de la richesse et du revenu. Eh bien, à l'heure où nous parlons, ce plan, il n'a été réalisé qu'à hauteur d'un tiers. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est toujours en retard et qu'on n'a toujours pas fait la dette fédérale qu'on nous avait annoncée à l'époque et qui devait être gagée sur une fiscalité fédérale du carbone, c'est-à-dire une taxe carbone aux frontières. Le projet est reporté. Alors ce plan Next Generation devrait se faire, mais il va se faire par des apports des différents pays et pas par ce levier qui permettrait de passer au carré en émettant une dette fédérale alors que la zone euro a parfaitement les moyens de l'émettre. Regardez le niveau d'endettement de la zone euro par rapport aux États-Unis, il est nettement inférieur. Donc nous avons de la marge, mais cette marge n'est pas une marge pour les pays pris individuellement, et certainement pas pour la France, qui n'en a plus du tout, mais pour la zone dans son ensemble. Ce qui veut dire que nous devrions, si nous étions intelligents, raisonnables, ce que nous ne sommes pas vraiment, passer à la construction d'un système fédéral, et si le mot fédéral ne vous plaît pas, de gouvernement européen. Alors moi, le mot fédéral, il me plaît beaucoup, parce que dans une fédération, ce qui n'est pas à l'échelon fédéral est au niveau des États, et ça redonnerait des pouvoirs démocratiques aux États, notamment sur les fameuses normes. Mais ça sera l'objet d'une prochaine émission. Très bien. Et pour l'endettement des États-Unis et de l'Europe, nous avons aussi des manières différentes de nous endetter. J'ai entendu dire que nous nous endettons plutôt pour des frais de fonctionnement. Mais ce raisonnement est encore plus vrai pour la France, car je voudrais citer l'économiste Marc Toiti, dont nous examinerons un graphique dans une prochaine émission. Toiti a calculé que depuis 2008, notre dette en France avait progressé 3 fois plus vite que notre endettement. Mais vous imaginez un particulier dont la dette progresserait 3 fois plus vite que le revenu ? Mais il serait mort. Or, depuis 2008, c'est ça. Donc, notre dette sert à éponger des dépenses courantes que nous n'arrivons plus à financer. Donc, au final, aux États-Unis, la dette est mieux utilisée. Oui, les États-Unis sont engagés avec l'Inflation Reduction Act, IRA pour les intimes, dans un énorme effort d'investissement, de rénovation de leur industrie, d'efforts de transition énergétique, de décarbonation. Et on peut le dire aussi de protectionnisme. Nous n'avons pas l'équivalent. Nous avons esquissé quelque chose qui est de la même nature en 2020. Ce sont les 800 milliards. Mais comme je vous ai dit, nous sommes maintenant en 2024. Et sur les 800 milliards, nous n'avons exécuté qu'un tiers des dépenses. Et le but, c'était de réaliser en même temps une union de transferts qui est indispensable quand on a une monnaie unique. Voyez l'œuvre du prix Nobel Robert Mundell. C'est comme la richesse se concentre au centre de la zone, de redistribuer une partie de la richesse en capital, c'est-à-dire de capacité à investir, au détriment de l'Europe du Sud. Alors vous avez 2 moyens de le faire. Le premier, c'est cette union de transfert, c'est de redistribuer, de lever des fonds par une dette fédérale et de les redistribuer en partie pour l'Europe du Sud. Et le deuxième, et on va peut-être finir par y arriver, mais toujours avec un temps de retard, c'est de faire en sorte que les titres d'épargne puissent drainer l'épargne du Nord vers le Sud. Parce que la caractéristique de la zone euro, c'est qu'il y a 2 pays qui sont en excédent commercial colossaux. Ces 2 pays sont l'Allemagne et les Pays-Bas.
La France ayant un déficit de commerce extérieur de 100 milliards. C'est très important. Pour un homme de ma génération, c'est difficile à concevoir, car jusqu'en 2003, la France avait des excédents commerciaux. Et depuis 2003, nous avons des déficits. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ces excédents du nord de l'Europe génèrent une épargne, mais cette épargne, au lieu de s'investir au sud, ou dans l'ensemble de la zone, et de financer des projets d'investissement et surtout de recherche-développement, et donc de progrès technologique, elle quitte la zone pour aller s'investir en Asie et aux États-Unis. Autrement dit, la zone euro n'investit pas dans la zone euro. Et ça, c'est bien le fait que la monnaie unique, l'euro, est une monnaie inachevée, incomplète. Pour la compléter, il faut une union de transferts, il faut une union des marchés, comme le propose l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta dans la presse ce matin, des titres d'épargne communs, et de mon point de vue, il faut une véritable fédération européenne. Merci Maxime, et merci.